Vous écoutez RCJ Midi, comme chaque mardi, c'est l'heure de lire la politique avec Luce Perrault. Merci Rudy. Nous allons donc évoquer, comme vous l'avez souligné, Milan Kundera, ce grand écrivain tchèque, cet écrivain qui venait du froid, comme vous le dites, et comme vous l'écrivez, Ariane Chemin. C'est le propos de ce livre organique. Vous évoquez celui qui a organisé sa propre disparition. Exactement. Exactement. En fait, ce qui était étonnant, c'est que j'ai lu Milan Kundera quand j'avais 20 ans. Voilà, je ne dirais pas que c'est le plus grand écrivain vivant, mais c'est l'écrivain de mes 20 ans. Et j'ai plongé dans son univers. Bon. Et il habite à Paris. Et un jour, je l'ai croisé dans une épicerie, je me souviens, rue Monge, à Paris, dans le 5e. Et puis une autre fois, je l'ai croisé du côté du boulevard Raspail. Et j'avais presque imaginé qu'il avait disparu vraiment. Je peux dire que je pensais qu'il était mort. Et le fait, cette rencontre, qui a quelque chose d'ailleurs d'assez kundérien, quand on connaît l'univers de Kundera, où tout est jeu de hasard, rencontre, etc., je me suis dit, c'est incroyable. Cette personne qui a hanté mon imaginaire, eh ben, elle est là et j'ai envie de raconter sa vie. Vivante. À Paris. Alors, qui est Milan Kundera ? Quelle est sa vie ? Quelle est son œuvre ? Quelle est sa force et quelles sont ses failles ? Pour vous, la grande admiratrice de Kundera, d'abord, est-ce qu'elle est à sa rencontre ? C'était pas sans risque pour l'admiration que vous lui vouez ? Alors l'admiration, c'est une admiration de jeunesse. C'est surtout l'un des écrivains les plus lus et les plus traduits au monde. Par exemple, il a un succès incroyable en Chine, on ne le sait pas forcément. C'est surtout, je me suis dit, c'est un écrivain qui a traversé le siècle, puisqu'il a connu la naissance de la jeune Tchécoslovaquie en 1919, puis les nazis, la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée du communisme, le printemps de Prague, l'élection de Václav Havel. Je me suis dit, c'est quand même pas rien de traverser un siècle comme ça, c'est un morceau d'histoire, c'est aussi ça qui m'intéressait. Et puis, effectivement, il n'avait pas vraiment mis d'interdit sur le fait d'enquêter sur lui, mais à partir du moment où vous avez un écrivain qui, depuis 1984, sa dernière apparition publique, a la fameuse émission, l'apostrophe de Bernard Pivot dit voilà, je me retire, je ne veux plus parler de moi. Évidemment, c'est un petit peu un défi. Je me suis jamais dit je n'ai pas le droit de le faire. Vous les aimez bien, les défis. Mais je me suis dit c'est intéressant et je n'ai d'ailleurs pas imaginé qu'il me rencontre. J'avais fait une croix là-dessus dès le départ. Je me suis dit je vais partir à Prague. À la rencontre du fantôme. À la rencontre du fantôme, c'est ça. D'abord à Prague, à Brno, sa ville natale, à Rennes où il a habité, à Belle-Île où il a passé des vacances, et voilà. Alors, d'abord, vous évoquez sa vie en Tchécoslovaquie, dans la Tchécoslovaquie communiste, où il est un vrai militant communiste. Il n'était pas dissident. On l'ignore ça. Il a été très militant. Il a écrit des poèmes qui sont des poèmes soviétiques, on pourrait dire. Voilà, j'en ai cité un à la gloire du régime. Il est jeune et il essaie de faire adhérer son père qui ne veut pas trop au Parti communiste. Tout ça, c'est intéressant. La musique, mais c'est intéressant chez Milan Kundera, c'est que il gomme. J'ai découvert qu'il gommait à la fois une partie de son passé. Il peut gommer des passages de ses livres. C'est quelqu'un qui, c'est comme s'il avait appris sous le régime communiste à enlever des morceaux de vie ou de personnages. Vous savez, on connaît ces photos du régime communiste où quelqu'un disparaît, tout d'un coup il est gommé. Ben lui, il a fait un petit peu la même chose dans sa vie. Et effectivement, dans son œuvre. Et j'ai découvert qu'il avait été fervent communiste. Et peu de gens le savent d'ailleurs. On l'a vraiment oublié. Oui, parce que il a fait en sorte que. Il y a aussi, vous l'évoquez beaucoup, et c'est elle qui fait le lien entre vous, sa femme Vera, qui était également célèbre et bien vue du Parti communiste en Tchécoslovaquie à l'époque. C'était Anne Sinclair. C'est le mot qu'elle a employé quand je lui dis mais quand même, vous étiez très connue, vous étiez une journaliste. Elle a dit oui, j'étais comme Anne Sinclair, où tout le monde la reconnaissait dans la rue, une ravissante femme, très douée. Voilà, c'est elle d'ailleurs qui annonce à la télévision tchèque l'arrivée et l'entrée des chars russes. C'est quand même pas banal. Et c'est vrai qu'elle a mis sa vie entre parenthèses, qu'elle s'est un peu effacée. Et c'est devenu, sans que je m'en rende compte, au fond... Comme Anne Sinclair d'ailleurs. Oui, un personnage de mon livre. C'est-à-dire que comme je ne pouvais pas rencontrer Milan Kundera, elle jouait un petit peu avec moi, elle me guidait par des petits textos, des SMS. Et en fait, je pense qu'elle se méfiait aussi parce qu'elle-même a été journaliste. Donc elle sait ce que peuvent faire les journalistes, mais elle ne m'a pas fermé la porte et ça a été ma chance. Alors, il y a donc cette première vie en Tchécoslovaquie.
de communiste, mais quand même, il a des rapports avec, par ses livres d'ailleurs, il a des rapports avec des amis parisiens très puissants, comme Colette Gallimard, Dominique Fernandez. Donc, racontez un peu comment s'est préparée doucement sa venue en France. Le paradoxe, c'est que la préparation de sa venue en France, je l'ai découvert dans les archives de l'ancienne police secrète tchèque, auxquelles j'ai eu la chance d'avoir accès. Et donc, évidemment, tout était en tchèque. C'était un énorme... c'est sur microfilm, c'était des milliers de pages. Et j'ai commencé à regarder ça dans ma chambre d'hôtel. Je me souviens quand j'ai récupéré ce dossier, un peu découragée. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu apparaître, effectivement, des tas de noms français. Claude Gallimard, Colette Gallimard, Roger Grenier, Philippe Roth. Et je me suis rendu compte qu'au fond, effectivement, il le raccorde d'ailleurs volontiers, au fond, il avait noué des tas de liens avec la France, et c'est pour ça qu'on peut dire que ce n'est pas, comme Václav Havel, un dissident, c'est quelqu'un qui a choisi de partir en France. Alors évidemment, je me rends compte aussi en lisant ces archives que le régime de l'époque était très content de le voir partir, hein, parce qu'il était quand même, il était aussi lui-même surveillé, espionné, comme le film La vie des autres, avec sa femme Vera. Comme sa femme d'ailleurs. Comme sa femme, c'est d'ailleurs invraisemblable, parce on voit l'énergie stupide et bête de l'administration de la police secrète à passer des heures à regarder avec qui il va se promener dans un bois, avec qui il prend le thé. S'ils prennent le chien, pas le chien. Exactement. Ils vont voir parfois des diseuses de bonne aventure parce qu'ils adorent tous les deux le hasard, les jeux de hasard. Et tout est retranscrit parce qu'on se rend compte que le diseur de bonne aventure, évidemment, il va tout de suite se confier. C'est un indique qui va tout de suite se confier à la police secrète tchèque. Mais c'est vrai qu'on voit là quand il part en France en 1975, tout est prêt au fond. Et personne ne l'a empêché de partir. En quelque sorte, on a facilité même son départ. Tout à fait. On a facilité son départ et il s'en va avec quelques appuis français, essentiellement des personnes qui sont proches de Raymond Barre, de la droite de l'époque, et qui vont essayer de l'aider pour lui trouver un poste à l'université. Et donc, il atterrit à Rennes, en allant un peu vite. C'est ça. Ils prennent la route dans une voiture. Alors, les archives de la police secrète racontent que la voiture est rouge. En fait, Vera Kundera m'a dit qu'elle était bleue. Preuve qu'il faut faire très attention aux archives qui peuvent aussi mentir. Ils arrivent dans une espèce de tour invraisemblable, une construction des années 70. Ils trouvent cette ville très vilaine, mais au fond, ils y sont assez heureux. Et ils racontent, enfin, c'est surtout sa femme qui m'a raconté la France avec un peu les yeux des persans de Montesquieu. Vous savez, quand vous arrivez dans une ville ou un monde que vous ne connaissez pas, vous avez cette forme de naïveté pour raconter les choses. Et je me souviens que parmi les détails qu'elle m'avait donnés, elle me dit: je vais au supermarché et j'ouvre et je vois qu'il y a au moins 70 sortes de moutardes différentes. Elle ouvre les pots, elle les goûte et elle le raconte, elle qui ne connaissait pas ce genre de condiments, avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, elle a beaucoup d'humour dans le Vera Kundera quand elle échange avec vous également. Et c'est en quelque sorte, elle préserve, tout en ouvrant la porte, son grand homme. Oui, elle le préserve, elle ne raconte, elle s'efface. Elle a été à la fois son aide la plus précieuse. Je savais qu'elle avait été son agent, au fond. Hein. C'est elle qui s'occupait des affaires de Milan Kundera, parce que c'est pas rien. S'occuper de Milan Kundera avec le nombre de traductions. Il est traduit en 57 langues, c'est ça ? Et donc, ils ont l'obsession de ne pas laisser de traces. Donc, elle m'avait raconté qu'ils avaient passé au pilon tous ces contrats, toutes les archives, tous les petits bouts de papier. Avant de partir. Avant de quitter, de déménager d'un appartement à l'autre à Paris. Et elle s'occupe de tout ça. Mais ce que je n'avais pas mesuré, c'est vrai, Luce, c'est qu'à quel point, au fond, elle l'a inspiré. Parce que l'humour... L'humour très caractéristique, l'humour de l'Europe centrale qu'on retrouve dans ce livre, une sorte d'ironie grinçante, parfois qui donne un peu des frissons, eh bien, c'est l'humour de Vera Kundera. Et c'est pour ça qu'elle est tellement importante. Pensez-vous qu'ils se seraient exilés sans elle ? Ils sont liés. Ils sont liés. À la vie, à la mort. Et c'est ça qui m'a frappée, c'est quand je les avais rencontrés près du boulevard Raspail, c'était un jour d'hiver, et c'était une image, je trouvais, magnifique, où ce couple Ces deux silhouettes enveloppées l'une dans l'autre, mais au-delà de l'enveloppement physique, au-delà du fait qu'ils s'étaient quasiment enroulés, je pense que leurs vies sont indissociables. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont voulu retourner, je pense que c'était une dizaine d'années,
finir leur vie en Tchéquie. Et il y a des articles très, très désagréables qui sont sortis sur eux là-bas, à Prague. Donc, ils ont renoncé. Donc, en fait, ils étaient ensemble durant tout leur exil. Ils sont devenus français ensemble. Maintenant, ils sont franco-tchèques, puisqu'ils viennent de reprendre, il y a un an, la nationalité tchèque. Donc, en fait, ils font tout ensemble. C'est un couple, comme il y en a beaucoup dans la littérature, un couple d'écrivains avec une femme qui est là et qui porte l'homme. Qui porte l'œuvre. Et vous le décrivez très bien, et c'est quelque chose que l'on ne sait pas bien, parce que beaucoup de gens ignorent cette importance de Vera Kundera auprès de son mari pour le porter, en quelque sorte. Bien sûr, c'est comme Vera Nabokov, où il y a d'autres figures féminines comme ça très importantes, auxquelles il faudrait consacrer des biographies, parce qu'elles sont trop effacées. Alors, Paris enfin, mais c'est pas vraiment Paris, c'est Rennes. Alors, il y a le rôle que joue Dominique Fernandez. C'est assez étonnant de retrouver Dominique Fernandez auprès de Kundera. C'est lui qui, en quelque sorte, fait qu'il a ce poste à l'université de Rennes. C'est ça. En fait, Milan Kundera, il est décoré pour ses premiers romans, La plaisanterie que tout le monde connaît. Il vient recevoir des prix en France. Il vient seul, d'ailleurs. Il laisse Vera Kundera à Prague. Et là, il commence à être introduit dans un petit milieu littéraire, de salon, et puis aussi d'académiciens, et qui décide qu'il faut aider Milan Kundera. Il leur raconte qu'il veut venir à Paris, que sa vie est un enfer, et pour cela, il faut lui trouver un poste à l'université. Donc, à Paris, ça vient un peu plus tard. Il va devenir professeur à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS, mais en attendant... Ça, c'est dans un deuxième temps. Voilà, il est à Rennes et il fait cours dans un amphi sur la littérature d'Europe centrale et sur Kafka et sur ses écrivains préférés. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'anciens étudiants qui ont gardé l'image merveilleuse de ce professeur qui travaillait toute la nuit parce qu'il maîtrisait mal le français. Et d'ailleurs, Vera Kundera raconte très bien que quand il est arrivé en France, c'était tellement difficile de préparer ses cours dans une langue qui n'était pas la sienne, ça aurait été le drame de Milan Kundera toute sa vie, que d'un coup, ses cheveux sont devenus tout blancs. Et Paris enfin. Entre-temps, il y a les vacances à Belle-Île. C'est très joli aussi ce que vous racontez sur leur séjour, comme ça, en Bretagne, où ils découvrent petit à petit un bout de France. Un bout de France, et ce qui les frappe le plus, ce sont les déjeuners français. Ces moments où tout le monde se met autour de la table, tout le monde parle, tout le monde se dispute, tout le monde s'engueule. Et ça, ils disent, elle m'a dit ça, Vera Kundera, je trouvais ça joli. Elle m'a dit, en fait, votre pays s'écroulerait s'il n'y avait pas ces déjeuners-là, qui sont si français et qui, au fond, portent un pays plus peut-être parfois que des institutions plus formelles. Elle racontait ça. Et effectivement, ils vont à Belle-Île et lui, il dicte ses livres et c'est Vera Kundera qui tape à la machine. Ça a toujours été leur mode de fonctionnement. Ils sont en maillot de bain, ils sont là, ils fréquentent des écrivains, ils boivent du vin blanc dans les jardins de Belle-Île et je pense que c'est là au fond qu'ils ont été le plus heureux. C'est ce que l'on sent dans votre livre. Alors, Paris enfin, là, c'est l'école des hautes études. C'est une autre histoire. On lui a aussi inventé des séminaires sur mesure. Exactement, c'est sur mesure pour Milan Kundera. C'est l'époque où aussi de tous les possibles à l'école des hautes études. Il y a des grandes figures qui sont là, Barthes, on croise des grands philosophes, des grands historiens. C'est le creuset de la vie intellectuelle à l'époque. Le creuset beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et là, ce séminaire est très prisé et puis il ne peut pas prendre tellement de personnes que ça. Donc ça m'a amusé de retrouver les personnes qui avaient assisté à ce séminaire. J'ai retrouvé la romancière Simonetta Greggio qui était sans doute la plus jeune et qui raconte très bien qu'elle s'était inscrite parce qu'elle voulait savoir à quoi ça ressemblait un grand écrivain vivant. Et donc, elle va à ces cours-là. Et puis, il est aidé par un sociologue qui s'appelle Christian Salmon, bien connu maintenant, et dont je pense d'ailleurs que le livre à succès Storytelling, qui a beaucoup marqué les esprits quand il a été, doit beaucoup à ces séminaires, parce qu'il a appris avec Milan Kundera à déconstruire les récits. C'était aussi l'un des enseignements de Milan Kundera, qui disait je fais des romans, mais je déconstruis le roman aussi. Il se raccrochait à la fois à la tradition du roman du XVIIIe siècle, mais il racontait comment il les fabriquait. Et je pense que Christian Salmon, qui a été son assistant, qui a vu défiler tout le monde, à la fin c'était très prisé. Il y avait même Alain Finkielkraut qui essayait très haut de gamme. Très haut de gamme. Et, dans le 16e arrondissement. Dans le 16e arrondissement. Et malheureusement, il ne reste aucune trace écrite de ce séminaire. Enfin, en tout cas, quelques traces écrites sur les cahiers des uns et des autres que j'ai pu consulter, mais aucune trace audiovisuelle. Personne ne s'était rendu compte de l'importance ? Je pense pas. Dommage. Alors, il y a les publications en France avec des traducteurs. Et là, les choses commencent à se compliquer.
expliquer. Oui, parce que c'est pour ça aussi que je pense que, contrairement à ce que disent certains, il faut raconter les vies des écrivains, parce que les vies des écrivains, elles racontent aussi beaucoup sur leur œuvre et la littérature. Et effectivement, je pense qu'on ne parle pas assez de la place et du rôle que peuvent avoir des traducteurs. Et il se trouve... C'est essentiel. Essentiel. Il se trouve que le premier traducteur de Milan Kundera en France, en fait, c'est un espion. On pense que c'est un espion. Et il est d'ailleurs, il a quitté la France, il a adhéré au régime communiste. Et un jour, en discussion avec Alain Finkielkraut, qui l'interroge pour le journal italien L'Express, Alain Finkielkraut lui dit « Je trouve que votre écriture a changé par rapport à vos premiers livres. » Alors du coup, Milan Kundera, qui ne maîtrisait pas très bien le français à l'époque, va regarder ses traductions et il découvre des trucs complètement aberrants. Et il se dit, de ce moment-là, lui, qui est quand même un contrôle fric, qui veut tout contrôler de son œuvre, obsédé. De sa postérité, il décide que vraiment il faut qu'il change de traducteur. Et il n'a pas été un écrivain simple pour les traducteurs, il en a changé plusieurs fois. Et à la fin, il a fini, c'est ça qui est paradoxal, par écrire en français, qui n'est pas sa langue maternelle, pour pouvoir contrôler tout ce qu'il écrivait. Et par exemple aussi, il est furieux de découvrir que les éditeurs ne lui ont pas soumis tel ou tel problème. Bon. Et puis alors, le déclic, ce qui a déclenché sa disparition, organisée par lui-même, c'est cette fameuse émission d'Apostrophe. Absolument. Parce que c'était une déflagration dans sa vie. C'est-à-dire que c'est une émission, on n'imagine plus en France, aujourd'hui tout pour le les gens monde les plus était jeunes. le vendredi C'était soir. un nombre de parts de marché incroyable. Tout le monde était. C'est ça. Cette émission faisait et défaisait les écrivains. Les parts de cerveau étaient très disponibles à l'époque. Exactement. Et donc il est invité. Et d'ailleurs, il y a une scène très jolie qu'a racontée l'autre jour dans le journal du dimanche Bernard Pivot. Il reçoit Milan Kundera et une des photos les plus célèbres de lui, c'est une photo où il met ses mains sur son visage parce qu'il ne veut pas que les photographes au début de l'émission le prennent en photo. Elle avait d'ailleurs été publiée à plusieurs reprises ici et là. Et il m'a raconté, Bernard Pivot, il l'a raconté à nouveau il y a quelques semaines dans le journal du dimanche. À la fin de l'émission, il y a une photographe, tous les photographes sont partis. Il y en a une qui est restée. Et là, Milan Kundera lui fait un petit cadeau. Il enlève ses mains, il dit « Allez, je suis là pour vous ». Et c'est la dernière photo où il pose pour une photographe à la fin de l'émission d'Apostrophe. Et je pense qu'il avait frappé les esprits parce que, d'abord, c'est un très bel homme. Très bel homme, Très bel homme. Un regard bleu, dur. Il ne répond pas du tout à Bernard Pivot comme Bernard Pivot l'attend, ni comment les téléspectateurs français l'attendent. Il joue pas le jeu, jamais. Exactement. Il est différent et puis il a cet accent tchèque charmant et c'est là évidemment que ces livres commencent à devenir des best-sellers, s'envolent, jusqu'à devenir d'ailleurs aujourd'hui peut-être des livres un peu pour misidette. Quand on regarde les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des citations de Kundera comme ça, sorties du contexte, qui me font penser parfois à la manière dont on cite Khalil Gibran ou des... Vous voyez, il a presque été un peu récupéré et c'est pour ça que je pense qu'il faut replonger dans ces livres qu'on n'oublie pas, qui restent dans les mémoires, des nouvelles incroyables. Je pense à celle de ce couple qui décide à jouer au conducteur et à l'autostoppeuse. Elle décide voilà. Et tout d'un coup, le truc tourne mal parce que tout d'un coup, elle ne veut plus jouer l'autostoppeuse et son mari continue à jouer l'homme qui prend une jeune fille qu'il ne connaît pas au bord de la route et tout devient atroce. Voilà, il a le goût de l'absurde, il a le goût de l'humour. Il raconte au fond un pays qui vivait sous le communisme, mais au fond, tout ça est intemporel et on peut l'imaginer tout aussi bien aujourd'hui, ailleurs et dans un autre contexte. Alors, il est allé quand même, tout en organisant sa disparition, il est allé plus loin quand même. Il a accepté d'abandonner sa nationalité tchèque. Il se fait naturaliser français. C'était pas à sa demande, on lui a conseillé. C'est-à-dire que pendant une petite époque, il est apatride. Quand il arrive en France, il est apatride parce qu'on l'a déchu de la nationalité tchèque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne partent que dans des territoires français. Ils vont aux Antilles, ils vont à Belle-Île, ils vont en Corse. C'était le lieu parce qu'il n'avait pas de passeport. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la notion d'apatride, ça paraît invraisemblable. Bon. Et ensuite, il devient français. C'est François Mitterrand, après son élection. Parmi les premières mesures symboliques qu'ils prennent, Jack Lang me l'a bien raconté, c'est ça. C'est très important dans sa vie, je crois, d'abandonner
finalement définitivement son pays. Il abandonne son pays, il dit voilà, la France c'est ma deuxième patrie, c'est même maintenant ma patrie, dit-il, quand il reçoit ce passeport français. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la vie de Milan Kundera et de Vera Kundera, c'est que au fond, c'est pour ça que je disais, ça me fait penser un petit peu à l'avenir de l'Europe, c'est-à-dire qu'à la fin de leur vie, tout d'un coup, ils sont atteints d'une nostalgie dont ils pensaient être complètement débarrassés. Et puis, il y a 10 ans, tout d'un coup... L'âge venant. Aujourd'hui, Milan Kundera, il parle beaucoup plus en tchèque qu'en français. Voilà, l'âge venant, tout d'un coup, il y a une terrible émotion qui les prend, l'envie de retourner vivre chez eux. Or, ça n'a pas... parler leur langue. De parler leur langue, de revoir les rivières dans lesquelles ils se baignaient petits, la ville dans laquelle ils ont tant aimé se promener, cette ville qu'ils adoraient tous les deux, parce que Prague est une ville merveilleuse où il y a des collines, il n'y a pas beaucoup de villes comme ça dans le monde, et c'est en ça que cette histoire est tragique au fond. Totalement tragique, parce qu'il est allé plus loin dans son... Alors, il refuse toute communication, il refuse les contacts avec le monde, mais il va plus loin. Il est naturalisé, mais il abandonne aussi sa langue. Il commence à écrire en français, et peut-être est-ce un drame pour son écriture. On ne peut pas s'empêcher de penser que ses livres en français sont moins bons que les livres qu'il a écrits en tchèque, mais c'est aussi à la fois une manière de dire je suis français, mais c'est aussi une manière, je le disais, de s'enfermer dans l'exil quand même. Et de contrôler aussi, parce que quand on écrit en français, on n'a plus besoin de traducteur, donc personne ne peut... Quand il est publié dans la Pléiade, ça m'a frappé, ça, oui. Milan Kundera, je me suis rendu compte, à vrai dire, en l'enquêtant, que il y avait tout d'un coup tel article qui ne figurait pas, ou qu'il avait même, ça c'est à Prague, qu'on me l'a signalé, des bouts de livres ou des personnages qu'il avait carrément gommés sans que personne s'en l'aperçoive. Il a appelé sa Pléiade œuvre au singulier. Il n'y a pas d'appareil critique, pas de préface. Donc c'est vraiment une Pléiade à sa main. Mais il a quand même gardé, en dépit de l'exil, quelques relents du communisme. Il fait disparaître, par exemple, ce qui est un comble en France, une introduction d'Aragon. Exactement. Ça, c'est quand même inouï. C'est inouï parce que c'est ça qu'il avait lancé. Hein. C'est Aragon. Bien sûr, c'est Aragon. C'était la référence tout de même. C'était l'époque où il voyait Aragon était un communiste qui se voulait d'ouverture, disait-il, et tout d'un coup, il voit dans Kundera un écrivain qu'il a envie de soutenir, d'aider. Donc, il fait la préface de la plaisanterie, puis elle disparaît effectivement dans la Pléiade. C'est extraordinaire tout de même. Alors, il est à Paris, il écrit en français. Je pense que peut-être c'est là que la nostalgie commence à venir. Mais tout d'un coup, la Tchécoslovaquie revient dans sa vie. Il y a cette fameuse affaire de Dvoracek. Je pense que mon accent est épouvantable. Racontez ce qui s'est passé. Dvoracek, c'est effectivement un journal qui s'appelle Respect, un journal pragois, voilà, réputé, qui exhume des archives et qui raconte que étudiant, Milan Kundera aurait donné un de ses compagnons, qui a fait d'ailleurs beaucoup de prison après. Et évidemment, Milan Kundera dit que tout ça est faux. Il a été défendu en France par une série de pétitions et la mobilisation d'un grand nombre d'intellectuels comme Bernard-Henri Lévy, comme Alain Finkielkraut, comme Yasmina Reza. L'ont défendu. Et à vrai dire, moi, j'ai voulu aussi aller voir parce que... Vous avez consulté les archives ? Oui. Sur place ? J'ai consulté les archives sur place et j'ai aussi pu voir que dans d'autres circonstances, je citais l'exemple de la voiture qui n'était pas rouge mais bleue, elles peuvent se tromper, ou du chien de Vera Kundera qui n'était pas un chien mais une chienne. Bon. Et donc, à vrai dire, je serais bien incapable de dire ce qui s'est passé à l'époque. Hein, je serais bien incapable. Il était quand même militant à l'époque. Il était militant, mais évidemment, je me suis demandé si cette volonté de se cacher venait pas aussi... une manipulation. Soit d'une manipulation, soit de quelque chose qui s'est réellement passé. Mais en même temps, je n'ai absolument pas envie de juger parce que je suis incapable de vous dire ce qui s'est exactement passé et que parce que, par ailleurs, l'époque n'était pas simple. Elle n'a jamais été simple, je pense, et elle continue de ne pas l'être. Alors, il y a quand même deux auteurs majeurs en tchèque, très connus en France, Václav Havel et Kundera. Alors, il y a une blague qui circule, que vous citez, que j'aime beaucoup. Havel a fait de la prison, il est devenu président. Kundera est parti en France, il est devenu écrivain. Qu'est-ce que ça dit de la rancœur des Tchèques à l'égard de leur grand écrivain ?
Bah, c'est intéressant parce que quand on enquête comme ça sur une personnalité qui est très connue en France, moi j'imaginais pas en allant à Prague qu'au fond il était si impopulaire. Je vais être franche, hein. J'avais pas du tout compris ça. Et effectivement, il y a une rancœur des Tchèques parce qu'en fait ils lui reprochent d'être parti au fond et de pas être resté comme à Havel et de s'être battu. Alors entre les deux hommes, je pense qu'ils ne s'entendaient pas très bien, mais c'est resté toujours très correct et vraiment très discret à fleur et moucheté. Mais c'est vrai que Havel est devenu le héros. Et que pour Kundera, c'est plus difficile, même si aujourd'hui, il est davantage traduit en tchèque. Toutes ses œuvres sont traduites en tchèque par d'ailleurs une traductrice qui s'appelle Anna Karina et Karinova, et ça me fascine parce que vraiment c'est encore un clin d'œil. Et là, il vient de recevoir un prix qui est assez prestigieux, qui est le prix Kafka, que beaucoup d'autres écrivains européens et internationaux ont reçu avec lui. Mais je remarque que la réception, elle se passe quand même à l'ambassade de France. Et alors, il y a aussi quelque chose qui m'a fasciné dans votre enquête, c'est qu'il a rompu petit à petit avec tous les exilés tchèques, et ils étaient quand même assez nombreux à vivre à Paris. Oui, en fait, ils ont voulu... parce qu'ils n'ont pas vécu en autarcie du tout non plus, hein, les Kundera. C'est des gens qui sont... C'est un couple, à vrai dire, qui aime la vie, qui aime bien manger, qui aime les bons vins, qui aime voyager, moi, récemment, là, j'étais à Lausanne, en Suisse, et on m'a raconté qu'ils avaient passé des vacances, ils sont allés aussi dans les pays nordiques, ils ont bougé, ils sont curieux, ils aiment... C'est la Mitteleuropa. C'est la Mitteleuropa, et puis ils aiment aller à une exposition de peinture, etc. Donc ils sont plus repliés avec l'âge. Mais la vérité, c'est qu'ils avaient beaucoup d'amis et qu'ils étaient curieux de tout, y compris de la politique. Dernière question, pourquoi cette fascination pour Kundera ? Alors, fascination, je ne sais pas. Je trouve que c'est toujours incroyable de voir devant soi, en vrai, quelqu'un qui a une telle notoriété et qui a enchanté autant de lecteurs. Et c'est ça qui m'a frappée, c'est cette rencontre entre finalement... Moi, j'aime bien raconter les grands hommes ou les personnages importants à travers des petits détails. Je trouve que c'est toujours raconter la vie de gens extraordinaires de façon ordinaire, ou par ailleurs, d'ailleurs, dans la vie de gens ordinaires de manière extraordinaire. C'est ça que j'aime dans le journalisme et c'est ça qui m'a plu. Vous aimez la littérature, vous aimez la politique. Le livre incontournable de l'été, c'est À la recherche de Milan Kundera, d'Ariane Chemin. C'est publié aux éditions du Sous-sol et c'est vraiment une petite merveille, un petit chef-d'œuvre. Je vous le recommande.